Papa, regarde !» La petite fille montra la femme de ménage en train de fouiller dans le coffre, et sa note changea tout. Abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez. Le soleil du matin de mars filtrait à travers les rideaux en lin du manoir dans le quartier de Montmartre à Paris, créant des motifs dorés sur le sol en bois ciré. Camille, âgée de seulement 6 ans, courait pieds nus dans les larges couloirs de la maison, ses cheveux bouclés flottant alors qu'elle cherchait la cachette parfaite pour une nouvelle partie de cache-cache. La petite fille avait les yeux marron vifs et curieux de sa défunte mère, mais la détermination obstinée de son père, une caractéristique qui la mettait souvent dans des situations testant la patience des adultes autour d'elle. La maison des Moreau était le reflet de la prospérité acquise à travers des décennies de travail acharné dans le secteur de la construction. Les pièces spacieuses étaient décorées de meubles en bois massif, d'œuvres d'artistes parisiens et de photographies de famille racontant l'histoire de 3 générations d'entrepreneurs prospères. Au rez-de-chaussée, le bureau de Pierre Moreau occupait une position de choix. Une grande salle avec des étagères remplies de livres techniques, des diplômes encadrés au mur et une imposante table en acajou où il menait des réunions importantes et examinait des contrats de plusieurs millions. Ce matin-là, Camille avait choisi de se cacher derrière les rideaux du salon lorsqu'elle entendit des pas prudents dans le couloir. En jetant un coup d'œil à travers une fente, elle vit Madame Thérèse, la femme de ménage de la famille depuis 8 ans, marcher avec une discrétion inhabituelle vers le bureau. La femme de 52 ans, toujours si sûre d'elle dans ses tâches ménagères, montrait maintenant une hésitation presque enfantine. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon impeccable, comme toujours, mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait une enveloppe blanche contre son tablier bleu marine. « C'est étrange », pensa Camille, fronçant les sourcils de la même manière que son père lorsqu'il se concentrait. Tante Thérèse n'entre jamais dans le bureau quand papa n'est pas là. Madame Thérèse Dupont avait le visage marqué par le temps et le travail, mais ses yeux marron foncé brillaient encore de la détermination qui l'avait amenée d'une petite ville de Provence à la capitale française à la recherche de meilleures opportunités. C'était une femme de taille moyenne, avec des mains calleuses dues au travail domestique et une posture toujours droite qui trahissait la fierté qu'elle maintenait malgré les difficultés financières. Veuve depuis 6 ans, elle élevait seule 3 adolescents. Marina, 17 ans, l'aînée studieuse. Jean-Pierre, 15 ans, passionné de football. Et Louise, 13 ans, rêveuse et artistique comme sa mère. La femme de ménage regarda autour d'elle avant d'entrer dans le bureau, vérifiant si elle était vraiment seule. Camille, poussée par la curiosité qui l'avait toujours caractérisée, sortit silencieusement de derrière les rideaux et s'approcha de la porte entrebâillée. Le bureau sentait le cuir et le bois, un arôme masculin et imposant qui intimidait toujours la petite fille lorsqu'elle devait parler à son père de quelques bêtises. Le coffre était caché derrière un tableau du peintre Claude Monet, représentant le paysage de Giverny qui rendait tant fière la famille parisienne. Madame Thérèse connaissait la combinaison. Pierre lui avait donné accès 2 ans auparavant, lorsqu'il avait dû voyager pendant 1 mois pour superviser un chantier à Lyon et avait laissé des documents importants de l'entreprise sous sa garde. La confiance qu'il avait placée en elle avait été une grande source de fierté et de responsabilité. 5, 2, 9, 1, murmura-t-elle doucement, tournant les chiffres sur le panneau numérique. Le son caractéristique du coffre s'ouvrant résonna discrètement dans le bureau. Camille tendit le cou, essayant de mieux voir. Elle vit Madame Thérèse placer soigneusement l'enveloppe parmi d'autres papiers importants, à côté des documents de l'entreprise et des actes de la maison. La femme de ménage resta immobile pendant quelques secondes, comme si elle rassemblait son courage ou peut-être faisait ses adieux à quelque chose de précieux. « Mon Dieu, que je fasse !»« La bonne chose ?» murmura-t-elle, fermant les yeux un instant. « C'est pour mes enfants. Tout est pour mes enfants. »
Le coffre fut refermé avec le même soin qu'il avait été ouvert. Madame Thérèse remit le tableau à sa position d'origine, lissa son tablier et prit une profonde inspiration avant de se diriger vers la porte. C'est alors que ses yeux rencontrèrent ceux de Camille, qui n'avait pas réussi à se cacher à temps. « Camille, que fais-tu ici ?» demanda Madame Thérèse, essayant de garder une voix calme malgré la peur évidente. Ses joues étaient légèrement rosies, et elle passa ses mains sur son tablier dans une tentative de dissimuler son nervosité. La petite fille resta paralysée un moment, les yeux écarquillés comme ceux d'un cerf surpris par les phares d'une voiture. Elle savait qu'elle avait été témoin de quelque chose qu'elle ne devait pas voir, même sans comprendre complètement la signification de ce moment. « Je jouais à cache-cache, tante Thérèse », balbutia Camille, tordant une mèche de cheveux entre ses doigts, une habitude nerveuse qu'elle avait développée depuis la mort de sa mère. « Cache-cache ici dans le bureau de ton père. Tu sais que tu ne peux pas jouer ici, petite, » dit Madame Thérèse, essayant de garder un ton de réprimande léger malgré la tension qu'elle ressentait. « Viens, allons à la cuisine, c'est l'heure de ton goûter. » Alors qu'elle marchait dans le couloir, Camille ne pouvait pas chasser de son esprit l'image de Madame Thérèse mettant cette enveloppe dans le coffre. Il y avait quelque chose dans l'expression de la femme de ménage, un mélange de détermination et de peur qui rendait la petite fille inquiète. « Tante Thérèse ?» demanda-t-elle, s'arrêtant soudainement au milieu du couloir. « Pourquoi as-tu mis ce papier dans le coffre de papa ?» Madame Thérèse sentit son cœur s'accélérer. Elle s'agenouilla devant la petite fille, plaçant ses mains sur ses petites épaules avec une tendresse qu'elle ne montrait qu'aux enfants de la famille Moreau, qu'elle considérait comme ses propres enfants. « Parfois, Camille, les adultes doivent garder des choses importantes dans des endroits sûrs. C'est tout, ma chérie. Ne t'inquiète pas pour ces choses de grand, » expliqua-t-elle, essayant de paraître convaincante. « Mais Camille avait peur. « Je l'ai vu, » insista-t-elle avec l'honnêteté brutale typique des enfants. « Tu tremblais. » Madame Thérèse soupira profondément, luttant contre l'envie de dire toute la vérité à cette petite fille qui était devenue si chère à son cœur au fil des ans. L'enveloppe qu'elle venait de ranger contenait ses économies des 6 derniers mois. De l'argent économisé centime par centime pour payer l'inscription au baccalauréat de sa fille Marina et les fournitures du cours préparatoire. Parfois, ma chérie, faire ce qui est juste nous rend nerveux. Mais cela ne signifie pas que c'est mal, dit-elle finalement, embrassant le front de la petite fille. Maintenant, allons prendre ton chocolat chaud avant qu'il ne refroidisse. Dans la cuisine, tout en préparant le goûter de Camille, Madame Thérèse ressentait le poids du secret qu'elle venait de cacher dans le coffre. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était de l'espoir matérialisé. Le rêve de voir sa fille aînée devenir médecin, la possibilité de briser le cycle de pauvreté qui poursuivait sa famille depuis des générations. Le bruit de la clé dans la porte principale annonça l'arrivée de Pierre Moreau. À 42 ans, il conservait la stature imposante qui lui avait valu le respect dans le milieu des affaires parisiens. Grand, aux épaules larges et aux cheveux sombres déjà parsemés de mèches argentées, il portait toujours des costumes sur mesure qui accentuaient sa présence de leader. Ses yeux bleu-gris pouvaient être intimidants lors des négociations, mais devenaient infiniment affectueux lorsqu'il regardait sa fille. « Bonjour Thérèse, bonjour princesse », salua-t-il, embrassant le sommet de la tête de Camille avant de se diriger vers le bureau pour prendre quelques documents. Madame Thérèse et Camille échangèrent un regard rapide, chargé de signification que seule elle comprenait à ce moment-là. Le secret était gardé, protégé par les murs du coffre et par le silence partagé entre une employée déterminée et une petite fille curieuse qui venait d'assister au premier chapitre d'une histoire qui changerait à jamais la dynamique de cette maison, au cœur de Paris. Les jours qui suivirent l'incident du coffre apportèrent un changement subtil mais perceptible dans la routine de la maison des Moreau.
Camille se retrouvait partagée entre la promesse silencieuse qu'elle avait faite à Madame Thérèse et la curiosité croissante concernant l'enveloppe mystérieuse. Pendant les repas, elle observait attentivement l'employé, notant de petits détails qui auparavant lui échappaient. La façon dont elle vérifiait l'heure plus fréquemment, la manière dont ses yeux se détournaient lorsque Pierre mentionnait le bureau, et surtout, comment ses mains tremblaient imperceptiblement chaque fois que quelqu'un parlait d'argent ou de responsabilité. Un après-midi pluvieux de mars, typique du printemps parisien, Camille jouait dans sa chambre lorsqu'elle entendit des voix élevées venant de la cuisine. Curieuse comme toujours, elle descendit les escaliers en marbre sans faire de bruit, s'asseyant sur la dernière marche d'où elle pouvait entendre la conversation entre son père et Madame Thérèse. « Je ne comprends pas, Thérèse, » disait Pierre, sa voix chargée d'inquiétude. « La facture d'électricité est 40% plus élevée ce mois-ci, et tu es sûr de ne pas avoir laissé d'appareil allumé pendant la nuit ? » « Je suis sûr, oui, docteur Pierre, » répondit Madame Thérèse, sa voix légèrement plus aiguë que d'habitude. « Je débranche toujours tout avant de partir. Je fais cela depuis les 8 ans que je travaille ici. Et le chauffage de la piscine, peut-être un problème avec le minuteur automatique ? Je vérifie moi-même tous les jours, docteur. Il fonctionne normalement. » Pierre soupira, feuilletant les papiers dans ses mains. En tant qu'homme d'affaires expérimenté, il avait développé un instinct aiguisé pour détecter les incohérences, que ce soit dans les tableaux financiers ou dans le comportement des gens. Quelque chose dans l'attitude de Madame Thérèse le dérangeait, mais il ne parvenait pas à identifier exactement quoi. « Très bien, Thérèse, je vais demander à l'électricien de jeter un œil à l'installation la semaine prochaine, » conclut-il, toujours méfiant. Camille retourna silencieusement dans sa chambre, mais la conversation résonnait dans son esprit. Ce soir-là, pendant le dîner, elle surprit son père avec une question inattendue. « Papa, pourquoi les gens cachent-ils des secrets ?» Pierre faillit s'étouffer avec son vin. Il posa le verre sur la table en acajou et regarda sa fille avec une attention renouvelée. La salle à manger de la maison, décorée d'un lustre en cristal autrichien et de papier peint au ton doré, avait toujours été l'endroit où la famille se réunissait pour des conversations importantes. « Quelle question intéressante, princesse. Pourquoi veux-tu savoir cela ? À l'école, la maîtresse a dit que mentir est mal. Mais que se passe-t-il quand on ne dit pas quelque chose, mais qu'on ne ment pas non plus ? C'est la même chose ?» Madame Thérèse, qui servait le dessert, sentit ses mains devenir froides. Le plateau en argent trembla légèrement lorsqu'elle le posa sur le buffet. « Eh bien, » commença Pierre, choisissant ses mots avec soin. « Parfois les gens gardent des secrets parce qu'ils veulent protéger quelqu'un. D'autres fois, parce qu'ils ont peur que les autres ne comprennent pas leurs décisions. Et est-ce bien ou mal ? Cela dépend de la raison, Camille. Si le secret peut blesser quelqu'un, alors c'est mal. Mais s'il s'agit de protéger ou d'aider, cela peut être compréhensible. » Madame Thérèse respira un soupir de soulagement, interprétant les mots de son patron comme une forme d'absolution anticipée pour sa situation. Elle ne savait pas que Pierre avait remarqué sa réaction et que cette observation planterait les premières graines de soupçon dans son esprit. La semaine suivante, Pierre commença à prêter plus attention aux détails de la maison. Un samedi matin, alors qu'il prenait son café dans le jardin et lisait les journaux locaux, il remarqua Madame Thérèse nettoyant les fenêtres du bureau avec un soin exceptionnel. Elle passait le chiffon plusieurs fois au même endroit, comme si elle était nerveuse ou préoccupée par quelque chose. « Thérèse, » l'appela-t-il, « tu vas bien ? On dirait que tu es préoccupée par quelque chose. »« Non, docteur Pierre, tout va bien. C'est juste que... » Eh bien, votre belle-mère a commenté hier au téléphone que la maison devait toujours être impeccable pour sa visite le mois prochain. « Ma belle-mère a dit cela ?» demanda Pierre, fronçant les sourcils. Madame Isabelle, mère de sa défunte épouse, avait toujours été une femme exigeante, mais elle n'avait jamais fait de critique directe sur le travail. Elle a mentionné que certaines maisons de famille ont des normes différentes, balbutia la domestique.
réalisant qu'elle s'était encore plus compliquée. C'est à ce moment-là que Pierre décida d'enquêter discrètement. Cet après-midi-là, pendant que Camille jouait chez la voisine, il profita de l'occasion pour examiner son bureau plus en détail. Tout était en ordre, les livres sur les étagères, les documents organisés, le bureau propre. Mais quelque chose le dérangeait, une sensation indéfinissable que quelqu'un avait fouillé dans ses affaires. Il s'approcha du coffre-fort, observant le tableau de Monet. Il était légèrement de travers, un détail qu'une personne moins méticuleuse n'aurait peut-être pas remarqué. Pierre avait toujours aligné parfaitement tous les tableaux de la maison, une manie qu'il avait développée au cours des dernières années, depuis la mort de sa femme, lorsque le contrôle sur les petits détails était devenu une façon de gérer la sensation que sa vie avait complètement déraillé. « Intéressant », murmura-t-il pour lui-même, redressant le tableau. Le lundi suivant, un incident apparemment insignifiant augmenta ses soupçons. Pendant le déjeuner, Madame Thérèse renversa un verre d'eau lorsque Pierre mentionna par hasard qu'il avait l'intention de réorganiser certains documents importants qu'il gardait dans le coffre-fort. « Faites attention, Thérèse !» s'exclama-t-il, se levant rapidement pour aider à nettoyer l'eau qui s'était répandue sur la table. « Désolé, docteur Pierre, je ne sais pas ce qui m'a pris. Dernièrement, je suis si maladroite, » dit-elle, visiblement embarrassée. « Vous semblez très tendu. Peut-être devriez-vous prendre quelques jours de congé. Quand avez-vous pris du temps pour vous reposer pour la dernière fois? Ne vous inquiétez pas pour moi, docteur. Je vais bien. C'est juste une période plus chargée à la maison, avec les enfants à l'école et tout le reste. » Pierre observa attentivement le visage de la domestique. Madame Thérèse avait toujours été une personne transparente, incapable de cacher ses émotions. Quand elle était heureuse, elle souriait ouvertement. Quand elle était préoccupée, elle fronçait le front de manière caractéristique. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans son expression, un mélange d'anxiété et de détermination qu'il n'avait jamais vu auparavant. Cette nuit-là, après avoir couché Camille, Pierre resta dans son bureau à réfléchir aux événements récents. Il prit le téléphone et composa le numéro de son comptable, Charles-Édouard, un homme de confiance qui l'assistait depuis plus de 15 ans. « Charles, j'ai besoin que tu fasses une vérification discrète des comptes de l'entreprise. Rien d'officiel, juste une vérification de routine. » « Y a-t-il un problème spécifique, Pierre ? » « Je ne sais pas. Peut-être que c'est ma paranoïa, mais je remarque des choses étranges. De petits détails qui, isolément, ne signifient rien, mais ensemble, je comprends. Je vais jeter un œil aux chiffres demain. Mais soupçonnes-tu quelqu'un en particulier ? » Pierre hésita avant de répondre. Accuser Madame Thérèse, même indirectement, semblait trahir la confiance qu'il lui avait accordée au fil des ans. C'était elle qui s'occupait de sa fille, avec un amour maternel, qui maintenait la maison en parfait état, qui avait été présente pendant les moments les plus difficiles après la mort de sa femme. « Je préfère ne pas spéculer pour l'instant. Vérifie juste si tout est en ordre. » Après avoir raccroché, Pierre resta assis dans son fauteuil en cuir, regardant le tableau de Monet. Pour la première fois depuis des années, il se demanda s'il connaissait vraiment les personnes qui faisaient partie de sa vie quotidienne. La sensation de contrôle qu'il chérissait tant commençait à céder la place à une inquiétude croissante, un soupçon douloureux qu'il y avait peut-être des aspects importants de sa vie autour de lui qu'il ne voyait tout simplement pas. Du haut de l'étage, le doux son de la respiration de Camille endormie parvenait à ses oreilles. C'était le seul son dans la maison qui le calmait complètement, la seule chose sur laquelle il n'avait aucun doute. Sa fille était son ancre dans la réalité, la preuve qu'il existait encore de la pureté et de la sincérité dans son monde de plus en plus complexe et plein de questionnements. La première semaine d'avril apporta avec elle les pluies typiques de l'automne, transformant le jardin de la maison des Moreau en un refuge silencieux où seul le son des gouttes frappant les feuilles des manguiers centenaires brisait la tranquillité.
C'est pendant l'une de ces matinées pluvieuses que Pierre fit une découverte qui intensifia ses soupçons sur Madame Thérèse. En cherchant un parapluie, oublié dans la buanderie, ses yeux furent attirés par une pile de livres soigneusement cachés derrière l'évier. C'étaient des livres de gestion, de mathématiques financières et d'administration des affaires, des titres qui ne faisaient définitivement pas partie de l'univers des connaissances nécessaires aux fonctions domestiques. Principes fondamentaux de gestion, lut-il à voix basse, feuilletant le livre qui montrait des signes évidents d'utilisation intensive. Les pages étaient marquées au surligneur, avec des annotations dans les marges, et de petits papiers servant de marque-page. C'était clairement le matériel d'étude de quelqu'un de très dévoué et organisé. Pierre resta immobile pendant quelques minutes, essayant de traiter cette découverte. Pourquoi Madame Thérèse étudierait-elle la gestion en cachette, et plus important encore, pourquoi cacherait-elle cela à lui, qui avait toujours montré de la solidarité envers les besoins de croissance professionnelle de ses employés? Lorsqu'il entendit ses pas s'approcher dans la cuisine, il remit rapidement les livres à leur place d'origine et prit le parapluie qu'il cherchait. Madame Thérèse apparut à la porte de la buanderie, portant un panier de linge à étendre sur le séchoir couvert. « Bonjour, docteur Pierre. Avez-vous perdu quelque chose ici ?»« Bonjour, Thérèse. Je cherchais juste mon parapluie bleu. Je dois l'avoir laissé ici hier. »« Ah, oui, il est là derrière l'évier, » dit-elle, pointant exactement l'endroit où les livres étaient tout cachés. « Allez-vous sortir par ce temps? J'ai une réunion importante au centre. Et vous, Thérèse, avez-vous des projets pour aujourd'hui? »« Les projets habituels, docteur. M'occuper de la maison, préparer le déjeuner, aller chercher Camille à l'école. » Pierre l'observa attentivement. Il y avait quelque chose de forcé dans sa naturelle, comme si elle jouait un rôle au lieu d'être simplement elle-même. « Et le week-end, comment passez-vous vos jours de congé ?» Madame Thérèse hésita une fraction de seconde avant de répondre. « Ah, comme d'habitude, m'occuper de mes enfants, de la maison. Parfois, je rends visite à mon amie Claire, dans le quartier de Montmartre. La même amie que vous avez mentionné avoir emprunté quelques livres. » La question prit Madame Thérèse complètement au dépourvu. Elle ne se souvenait pas avoir mentionné un emprunt de livres, mais elle ne pouvait pas non plus le nier sans paraître suspecte. « Oui, Claire a toujours été très studieuse. C'est elle qui me prête des choses à lire. »« Quel genre de lecture? Des romans, ces choses de femmes, n'est-ce pas, docteur ?» Pierre acquiesça, mais son expérience en négociation l'alertait sur les incohérences dans le discours de Madame Thérèse, son nervosité croissante, la façon dont elle évitait le contact visuel et, surtout, la contradiction entre livres de romans et les titres techniques qu'il avait vus peu auparavant. Ce soir-là, après avoir déposé Camille à son cours de ballet, Pierre décida de passer discrètement par le quartier de Montmartre. Il connaissait vaguement la région, un ensemble résidentiel de classe moyenne où beaucoup de ses employés résidaient. Trouver cette amie Claire ne serait pas difficile dans une communauté où tout le monde se connaissait. La maison de Claire était un petit immeuble simple, peint en jaune clair, avec un petit balcon où des fleurs colorées tentaient d'égayer l'atmosphère grise de l'après-midi pluvieux. Pierre se gara de l'autre côté de la rue et observa pendant quelques minutes avant de décider de s'approcher. « Bonjour, madame. Désolé de vous déranger. Je suis Pierre Moreau, le patron de Madame Thérèse. Elle n'est pas ici par hasard. » Claire, une femme robuste d'environ 50 ans, le regarda avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Il était rare que des patrons se présentent personnellement chez leurs employés. « Bonjour, docteur. Non, Thérèse n'est pas ici. D'ailleurs, cela fait environ 2 semaines que je ne l'ai pas vue. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? » Non, rien de grave. C'est juste qu'elle a mentionné qu'elle venait toujours ici le week-end, et je passais par la région. « Ici? Le week-end » Claire semblait vraiment confuse. « Docteur, avec tout le respect que je vous dois, je pense qu'il y a une erreur. Thérèse travaille comme femme de ménage, du côté de Saint-Germain-des-Prés les samedis.
Elle m'a même dit qu'elle devait faire quelques heures supplémentaires pour aider avec les dépenses des enfants à l'école. La révélation frappa Pierre comme un coup de poing dans l'estomac. Madame Thérèse travaillait à d'autres emplois le samedi et lui avait menti à ce sujet. Mais pourquoi? Et quoi d'autre cachait-elle? Êtes-vous sûr de cela? Absolument, docteur. D'ailleurs, elle se plaint toujours de rentrer chez elle le samedi complètement épuisée. Elle travaille dans une grande maison là-bas à Montmartre, si je ne me trompe pas. Pierre remercia poliment et retourna à sa voiture, son esprit bouillonnant de questions. Pendant le trajet de retour chez lui, il essaya de comprendre les raisons pour lesquelles Madame Thérèse mentirait sur son travail comme femme de ménage. C'était quelque chose de parfaitement honorable, et il ne la critiquerait jamais pour chercher un revenu supplémentaire. En fait, il avait toujours montré de la compréhension pour les difficultés financières de ses employés. En arrivant chez lui, il trouva Madame Thérèse en train de préparer le dîner dans la cuisine. Elle fredonnait doucement une chanson populaire tout en faisant sauter des légumes, montrant la tranquillité habituelle qui avait toujours caractérisé son travail. « Thérèse, puis-je te parler une minute ?»« Bien sûr, docteur Pierre, vous pouvez parler. C'est à propos de ton travail, ici, à la maison. Es-tu satisfaite? Te sens-tu bien traitée ?» Madame Thérèse cessa de remuer la nourriture et se tourna vers lui, surprise par la question. « Bien sûr que oui, docteur. Vous avez toujours été très bon avec moi et ma famille. Pourquoi demandez-vous? C'est que j'ai remarqué que tu sembles un peu tendu ces derniers temps. Et aujourd'hui, par hasard, j'ai rencontré ton amie Claire. » Le visage de Madame Thérèse pâlit visiblement. Ses mains, qui tenaient la cuillère en bois, commencèrent à trembler. La Claire? Oui, et elle m'a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit que tu travaillais comme femme, de ménage le samedi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela, Thérèse? Le silence qui suivit était chargé de tension. Madame Thérèse baissa les yeux, prit une profonde inspiration et trouva enfin le courage de parler. « Docteur Pierre, je ne voulais pas que vous le sachiez parce que j'avais peur que vous pensiez que le salaire ici n'était pas suffisant. Et c'est suffisant, oui. C'est juste que... Eh bien, mes enfants grandissent, les dépenses augmentent. Thérèse, je ne te critiquerai jamais pour travailler plus pour subvenir aux besoins de ta famille. C'est admirable. Mais je ne comprends pas pourquoi. Où cacher cela? C'est compliqué, docteur. Parfois, on a honte de sa propre situation. Vous avez toujours été si généreux, augmentant mon salaire chaque année, me donnant un panier de Noël, payant le plan de santé. Cela semblait de l'ingratitude de ma part de chercher un travail supplémentaire. » Pierre ressentit un mélange de soulagement et de culpabilité. Soulagement de comprendre au moins une partie de la situation, et culpabilité d'avoir mis Madame Thérèse dans une position où elle se sentait obligée de cacher sa lutte pour la survie. « Tu n'aurais jamais besoin de cacher cela devant moi, Thérèse. Je respecte ton effort. Merci, docteur. Vous êtes très compréhensif. » Mais même avec cette explication, Pierre ne pouvait pas se défaire de la sensation qu'il y avait d'autres choses cachées. Les livres de gestion, l'enveloppe dans le coffre-fort dont Camille avait vaguement parlé, le nervosité constante, tout cela formait un puzzle qui n'était pas encore complet. Ce soir-là, après le dîner, il décida de tester une fois de plus l'honnêteté de Madame Thérèse. « Thérèse, connais-tu quelqu'un qui étudie la comptabilité? Je pense à recommander un cours à certains employés de l'entreprise. »« Comptabilité ?» répéta-t-elle, sa voix devenant légèrement plus aiguë. « Non, docteur, je ne connais personne. Pourquoi demandez-vous? » « Pour rien de spécifique, c'était juste une idée. » Encore un mensonge. Pierre commençait à se demander s'il connaissait vraiment la femme qui s'occupait de sa maison et de sa fille depuis 8 ans. La dernière semaine d'avril apporta un retournement de situation que Pierre n'aurait jamais pu anticiper. C'était un jeudi pluvieux, lorsque Marina, la fille aînée de Madame Thérèse, apparut à la porte des Moreau en milieu d'après-midi, complètement trempée et les yeux brillants de larmes, mais pas de tristesse. «
C'étaient des larmes de pure joie et de soulagement. Marina Dupont avait 17 ans et Camille portait le poids des attentes de toute sa famille sur ses épaules. Grande pour son âge, trop maigre, conséquence de sauter des repas pour économiser de l'argent, elle gardait toujours une posture élégante qui contrastait avec ses vêtements simples et déjà décolorés. Ses cheveux bouclés étaient attachés en une queue de cheval pratique et ses yeux marrons brillaient de l'intelligence aiguë qui l'avait rendue la meilleure élève de son école. « Madame Thérèse est là ?» demanda-t-elle à Camille qui avait ouvert la porte. « Tante Thérèse, Camille est ici !» cria Camille, courant vers la cuisine. Madame Thérèse apparut rapidement, s'essuyant les mains sur son tablier. En voyant l'état de sa fille, son premier instinct fut l'inquiétude. « Camille, ma fille, que se passe-t-il? Pourquoi n'es-tu pas à l'école ?»« Maman, j'ai réussi !» s'exclama Camille, sortant une enveloppe froissée de son sac à dos trempé. « J'ai obtenu la bourse intégrale, 100%, pour la médecine à la Sorbonne. » Le silence qui suivit fut brisé seulement par le bruit de la pluie frappant le toit. Madame Thérèse resta figée comme si elle ne pouvait pas traiter les mots de sa fille. Pierre, qui était descendu pour prendre un document dans son bureau, s'arrêta au milieu de l'escalier en entendant l'agitation. « Comment ça, ma fille? Quelle bourse ?»« Le programme d'aide étudiante, maman. Tu te souviens que j'ai rempli le formulaire socio-économique l'année dernière. Ils ont analysé notre situation et l'ont approuvé. Je vais étudier la médecine gratuitement. » Madame Thérèse sentit ses jambes fléchir. Elle s'appuya contre le mur, portant une main à sa poitrine dans une tentative de contrôler sa respiration. C'était tout ce qu'elle avait rêvé pour sa fille, mais aussi la confirmation que ses économies secrètes seraient encore plus nécessaires pour couvrir les coûts indirects, logement, alimentation, transport, livres. « Maman, tu n'es pas heureuse ?»« Heureuse. Ma fille, je suis... » Madame Thérèse ne put terminer sa phrase avant de fondre en larmes. Pierre descendit le reste de l'escalier, touché par la scène qu'il voyait. Camille s'agenouilla à côté de sa mère, l'enlaçant avec force, tout en murmurant des mots de gratitude. « Maman, tu as toujours dit que je pouvais aller où je voulais. Tu ne m'as jamais menti. Jamais. » « Félicitations, Camille, » dit Pierre, s'approchant du groupe. « Médecine à la Sorbonne est un exploit extraordinaire. Ta mère doit être très fière. »« Merci, docteur Pierre, » répondit Camille, essuyant ses larmes. « Désolée d'apparaître ici toute mouillée, mais je n'ai pas pu attendre d'arriver à la maison pour lui dire. »« Pas de souci, ma fille. Cette maison est aussi ta maison, » dit-il, surpris par la sincérité de ses propres mots. Madame Thérèse parvint enfin à se ressaisir, mais Pierre ne put s'empêcher de remarquer l'anxiété qui se mêlait à la joie sur son visage. C'était comme si elle calculait mentalement toutes les dépenses à venir. « Camille, explique-moi une chose, » dit Pierre, poussé par une curiosité sincère. « Pour obtenir cette bourse, vous avez dû prouver la situation financière de la famille ?»« Oui, docteur, c'était assez rigoureux. Nous avons dû présenter des justificatifs de revenus, des relevés bancaires, une déclaration de revenus, tout. Et comment avez-vous réussi à organiser toute cette documentation ?» Camille jeta un coup d'œil rapide à sa mère avant de répondre. « Ma mère est très organisée avec ces choses-là. Elle a toujours gardé tous les papiers importants, a fait des tableaux pour contrôler les dépenses de la maison. »« Des tableaux ?» répéta Pierre, son attention s'aiguisant. « Oui, ces tableaux Excel très basiques, tu sais, pour noter ce qui entre et ce qui sort chaque mois. » Madame Thérèse sentit son cœur s'emballer. Elle n'avait raconté à personne les cours d'informatique basiques qu'elle suivait le dimanche à l'école communautaire du quartier, encore moins comment elle avait appris à utiliser des programmes informatiques pour mieux gérer le peu d'argent de la famille. « C'est intéressant, » commenta Pierre. « Thérèse, tu ne m'as jamais dit que tu savais travailler avec des tableaux. »« Oh, docteur, c'est vraiment basique. J'ai appris quelques petites choses ici et là, » murmura-t-elle, évitant de le regarder directement. « Basique, rien du tout, maman.
protesta Camille avec fierté filiale. Tu devrais voir comment elle a organisé notre vie financière. Chaque centime est noté, chaque dépense planifiée. C'est ce qui nous a aidés à prouver notre besoin pour la bourse. Pierre absorbait chaque mot, construisant mentalement un tableau de plus en plus complexe de la femme qui travaillait chez lui depuis 8 ans. La femme de ménage qu'il connaissait se révélait être une personne beaucoup plus sophistiquée et déterminée qu'il ne l'avait jamais imaginée. « Et maintenant, quelles sont les prochaines étapes ?» demanda-t-il. « Je dois m'inscrire avant le 15 mai. Là commence vraiment la course. Trouver un logement étudiant, acheter les livres, organiser ma nouvelle vie. »« Les livres de médecine sont très chers, » commenta Pierre, observant la réaction de Madame Thérèse. « C'est vrai, » confirma Camille, « mais j'ai déjà fait des recherches. Je peux acheter des livres d'occasion, les partager avec d'autres étudiants, utiliser la bibliothèque. On trouvera une solution. »« Bien sûr que oui, » dit Madame Thérèse avec une détermination qui surprit Pierre. « Nous avons toujours trouvé une solution et nous continuerons à le faire. » À ce moment-là, regardant la mère et la fille enlacées au milieu de sa cuisine, Pierre comprit qu'il était face à une force qu'il avait complètement sous-estimée. Ce n'était pas seulement l'amour maternel, c'était une détermination inébranlable, une stratégie soigneusement planifiée et exécutée au fil des années de sacrifices silencieux. Après le départ de Camille, promettant de revenir le week-end pour montrer tous les documents de la bourse, Madame Thérèse retourna à ses tâches avec une énergie renouvelée. Mais Pierre la regardait avec des yeux différents, remarquant des détails qui auparavant passaient inaperçus. La façon dont elle organisait les produits de nettoyage, par catégorie et ordre alphabétique. Comment elle savait, toujours exactement quand un article de la maison était sur le point de se terminer. Comment elle maintenait des listes mentales de tout, des horaires des activités de Camille jusqu'aux dates d'échéance des factures de la maison. « Thérèse, » dit-il ce soir-là, après le dîner, « as-tu besoin d'aide ? Pour les préparatifs de Camille, je veux dire. »« Non, docteur Pierre. Merci beaucoup, mais nous nous débrouillons. » »« Je suis sûr que vous vous débrouillez. Vous l'avez déjà prouvé. Mais parfois, accepter de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. » Madame Thérèse a arrêté d'organiser la vaisselle et l'a regardé avec une expression mêlant gratitude et fierté blessée. « Vous avez toujours été très généreux avec nous, docteur. Mais Marina a obtenu cette bourse par ses propres mérites, et je veux qu'elle continue à savoir qu'elle peut conquérir les choses par son propre effort. Je comprends parfaitement, et je suis d'accord avec vous. » Mais pendant qu'elle terminait de ranger la cuisine, Pierre ne pouvait s'empêcher de penser à la contradiction fondamentale qu'il avait découverte. Si Madame Thérèse était aussi organisée et capable que Marina l'avait révélé, pourquoi cacherait-elle ses études de gestion? Pourquoi mentirait-elle sur ses activités le week-end? La réponse lui est venue comme un éclair d'insight. Peut-être qu'elle ne cachait rien de mauvais, peut-être protégeait-elle quelque chose de bon, quelque chose qui pourrait changer l'équilibre de leur relation professionnelle et qu'elle craignait de perdre. Cette nuit-là, seul dans son bureau, Pierre a regardé à nouveau le tableau de monnaie qui couvrait le coffre. Pour la première fois, il a envisagé la possibilité que Madame Thérèse ne soit pas une menace, mais une personne extraordinaire qu'il n'avait pas été capable de voir au-delà de sa fonction domestique. La question qui le tourmentait maintenant était différente. Ce n'était pas ce qu'elle cachait, mais plutôt pourquoi elle ressentait le besoin de cacher qui elle était vraiment. L'arrivée de Mai a apporté avec elle le froid caractéristique de l'automne parisien et les préparatifs pour les traditionnelles fêtes de la Saint-Jean que l'entreprise de Pierre organisait chaque année pour les employés et leurs familles. C'était une tradition qu'il avait héritée de son père, une façon de maintenir la proximité avec les collaborateurs et de renforcer les liens qu'il considérait fondamentaux pour le succès des affaires. Le hangar de la construction, situé dans le quartier industriel de Saint-Denis, était décoré de
et fanions colorés, de ballons et d'un grand feu de joie artificiel au centre. Madame Thérèse s'était proposée pour aider à l'organisation du buffet, une responsabilité qu'elle assumait chaque année et qui la faisait se sentir une partie importante de la famille d'entreprise des Moreau. « Thérèse, es-tu sûre de vouloir t'occuper de tout ce travail ?» demanda Pierre, l'observant diriger une équipe de 5 femmes dans la préparation de mets typiques. « C'est beaucoup pour une seule personne. »« Ne t'inquiète pas, docteur Pierre, j'adore faire ça. Et les filles ici m'aident beaucoup, » répondit-elle en désignant les autres employés qui coupèrent des ingrédients et préparaient de grandes casseroles. Camille courait dans le hangar vêtue d'une robe folklorique que Madame Thérèse avait cousue spécialement pour elle. La petite fille était euphorique à l'idée de la fête, surtout parce que Marina viendrait avec ses frères, Jean-Pierre et Louise, et elle adorait jouer avec eux. C'est pendant les préparatifs qu'un épisode se produisit qui changerait complètement la dynamique de la situation. Une femme élégante, d'environ 40 ans, apparut dans le hangar, que Pierre reconnut immédiatement. C'était Monique Lefebvre, propriétaire de l'une des maisons les plus luxueuses du quartier de Montmartre, et cliente occasionnelle de l'entreprise de construction. « Pierre, quelle coïncidence de te trouver ici !» dit-elle, s'approchant avec un sourire qui ne cachait pas une certaine supériorité sociale. « Monique, quelle surprise! Qu'est-ce qui t'amène ici ? En fait, je suis venu parler avec une de tes employées, Madame Thérèse, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'elle travaille comme femme de ménage le samedi, et j'ai besoin de quelqu'un pour faire un grand nettoyage chez moi. » Pierre ressentit un inconfort immédiat. Il n'aimait pas quand les gens parlaient de ses employés de manière dévalorisante, et il y avait quelque chose dans le ton de Monique qui l'irritait profondément. Thérèse travaille ici à temps plein, et le samedi, elle a ses activités personnelles. « Ah, mais elle travaille bien chez mon amie Hélène à Montmartre. Hélène l'adore, elle dit qu'elle est très efficace et honnête. C'est pourquoi j'ai pensé à l'engager aussi. » Madame Thérèse, qui avait entendu la conversation, s'approcha avec un visible embarras. Ses mains étaient sales de pâte à tarte, et elle se sentait complètement déplacée devant l'élégance de Monique. « Madame Monique, j'ai déjà dit à Madame Hélène que mes samedis sont bien chargés. Je ne peux pas accepter plus de travail. Mais, ma chère, je propose un très bon tarif. 200 € pour un samedi, c'est presque ce que tu gagnes ici en une semaine, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit fut gênant. Madame Thérèse devint rouge, ne sachant où se mettre. Pierre ressentit une colère croissante face à la manière irrespectueuse dont Monique traitait la situation. « Monique, » dit-il d'une voix ferme et contrôlée qu'il utilisait dans des négociations tendues, « Thérèse n'est pas un produit en promotion. C'est une professionnelle respectée qui a le droit de choisir ses engagements. » « Oh là là, Pierre, pas besoin de t'énerver. C'était juste une proposition. » « Et la réponse est non, » intervint Madame Thérèse, surprenant tout le monde par la fermeté de sa voix. « Je travaille là où je suis respectée en tant que personne, pas seulement comme main-d'œuvre. » Monique partit peu après, visiblement dérangée par l'audace d'une employée de maison. Mais l'épisode laissa des marques profondes sur Pierre, qui commença à se demander combien d'autres situations humiliantes Madame Thérèse devait régulièrement affronter dans son travail supplémentaire. « Thérèse, je suis désolé pour cette situation gênante, » lui dit-il quand ils furent seuls. « Ne t'inquiète pas, docteur. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que cela arrive. » « Comment ça ? » « Ah, s'il y a des gens qui pensent que parce que nous travaillons dans des maisons de famille, nous n'avons pas de dignité, qu'ils peuvent traiter comme ils veulent, payer ce qu'ils veulent, exiger ce qu'ils veulent. Et pourquoi continues-tu à faire ces travaux supplémentaires ?» Madame Thérèse soupira profondément, regardant le sol avant de répondre. « Docteur Pierre, vous êtes un patron merveilleux. Vous me traitez bien, payez à temps, me respectez. Mais même ainsi, ce que je gagne ici ne couvre que le strict nécessaire pour ma famille. École privée pour les enfants, mutuelle, nourriture, vêtements. Il reste peu. Et maintenant, avec Marina qui entre à l'université.
Pourquoi ne m'as-tu jamais demandé une augmentation? Parce que je sais que vous me payez déjà plus que le marché, et parce que... Elle hésita, choisissant soigneusement ses mots. Parce que j'ai peur. Pierre resta silencieux, absorbant l'honnêteté brutale de ses mots. Il réalisa qu'il avait créé, sans le vouloir, une dynamique où Madame Thérèse se sentait prisonnière de sa propre gratitude. La fête de la Saint-Jean eut lieu le samedi suivant et fut un succès absolu. Plus de 200 personnes étaient présentes, entre employés, familles et amis. L'odeur de crème de maïs en épi et de vin chaud flottait dans l'air, mélangée au son de l'accordéon et de la guitare. Camille apparut dans une robe folklorique empruntée, mais qui lui allait élégamment comme un habit de gala. Jean-Pierre, âgé de 15 ans, ne quitta pas le terrain de football improvisé, tandis que Louise, la cadette de 13 ans, aidait Madame Thérèse à servir les plats. Ce fut pendant la fête que Pierre eut l'occasion de discuter plus calmement avec les enfants de Madame Thérèse. Camille parla avec passion de ses projets pour des études de médecine, montrant une maturité et une détermination qui impressionnèrent tous ceux qui l'entouraient. « Docteur Pierre, dit-elle, je veux que vous sachiez que ma mère parle de vous et de Camille avec beaucoup d'affection. Vous êtes comme une bénédiction dans la vie de notre famille. Votre mère est une bénédiction pour nous, Camille, et vous devriez être très fiers d'elle. Nous sommes fiers, oui. Vous n'avez pas idée de ce qu'elle a fait pour en arriver là. Combien de fois je l'ai vue étudier jusqu'à l'aube, apprenant de nouvelles choses pour mieux organiser notre vie. Elle étudie quoi? Oh, un peu de tout. Informatique, gestion domestique, même comptabilité de base. Elle dit toujours que le savoir, personne ne peut nous l'enlever. Pierre sentit une pression dans sa poitrine. Madame Thérèse se formait, se développait, luttant pour s'élever dans la vie, et il ne l'avait même pas remarqué. Pire, elle se sentait obligée de lui cacher cela. À la fin de la fête, lorsque tout le monde était déjà parti, et qu'il ne restait que quelques employés aidant au nettoyage, l'épisode qui changerait définitivement le cours des événements se produisit. Camille, fatiguée et somnolente, était assise sur les genoux de Madame Thérèse quand, sans malice, elle fit un commentaire qui glaça le sang de l'employé. « Tante Thérèse, tu te souviens de ce jour où tu as mis le papier dans le coffre de papa? Pourquoi as-tu eu si peur ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Madame Thérèse devint pâle, tandis que quelques employés présents échangèrent des regards curieux. Pierre eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Quel coffre, Camille ?» demanda Charles, le comptable de l'entreprise qui aidait à organiser les chaises. « Le coffre du bureau de papa. Tante Thérèse y a mis un papier et elle était nerveuse. Je l'ai vu. » Le potin se répandit rapidement parmi les employés présents. En quelques minutes, des versions déformées de l'histoire commencèrent à circuler. Thérèse fouillant dans le coffre du patron, des papiers cachés, comportement suspect. Madame Thérèse se leva brusquement, faillit faire tomber Camille. « Docteur Pierre, je peux expliquer. »« Pas ici, Thérèse. Nous en parlerons à la maison lundi. » Le reste de la nuit passa comme un flou. Madame Thérèse aida à terminer le nettoyage en silence, évitant de regarder quiconque. Camille tenta de comprendre ce qui s'était passé, mais sa mère se contenta de dire qu'il s'agissait d'un malentendu qui se résoudrait. Le dimanche, Pierre ne parvint pas à sortir la situation de son esprit. L'observation innocente de Camille avait ouvert une boîte de Pandore qui pourrait détruire la réputation de Madame Thérèse et remettre en question 8 années de confiance mutuelle. Pour la première fois depuis que les soupçons avaient commencé, il se demanda s'il voulait vraiment découvrir la vérité. Car maintenant, connaissant mieux la femme extraordinaire que Madame Thérèse s'était révélée être, il craignait que la vérité puisse être plus douloureuse pour lui que pour elle. Le lundi suivant, la fête de la Saint-Jean se leva avec une tension palpable dans la maison des Moreau. Madame Thérèse arriva ponctuellement à 7 heures du matin, comme d'habitude, mais sa posture était visiblement différente. Ses épaules étaient le plus tendues,
Son sourire habituel avait disparu, et elle évitait tout contact visuel inutile avec Pierre. Camille, pour sa part, remarqua immédiatement qu'il y avait quelque chose de mal dans l'air. L'enfant de 6 ans avait cette sensibilité aiguë, propre aux enfants qui ont perdu une figure maternelle tôt. Elle avait appris à lire entre les lignes des adultes, à capter les signes de tension qui précédaient des changements importants dans sa vie. « Bonjour, tante Thérèse », dit-elle en enlaçant les jambes de madame Thérèse comme elle le faisait chaque matin. « Bonjour, ma princesse », répondit l'employé, mais sa voix semblait forcée, comme si elle jouait un rôle. Pierre descendit pour le petit déjeuner avec un poids dans l'estomac. Il avait passé tout le dimanche à réfléchir à la situation, oscillant entre la nécessité de protéger son patrimoine et la réticence à détruire la confiance qu'il avait construite avec madame Thérèse au fil des ans. « Thérèse, après que Camille soit partie à l'école, nous devons parler. »« Oui, docteur Pierre, je sais. » Le petit déjeuner se déroula dans un silence gênant. Camille essayait d'animer l'ambiance avec ses histoires d'enfance sur la fête de la Saint-Jean, mais ni son père ni madame Thérèse ne parvenaient à montrer l'enthousiasme habituel. La fillette commença à s'inquiéter. « Papa, tante Thérèse a-t-elle fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle avec la franchise typique des enfants. « Pourquoi tu demandes ça, princesse ?»« Parce que vous deux êtes tristes. Et quand les adultes sont tristes ensemble, c'est que quelqu'un a fait quelque chose de mal. » Pierre et madame Thérèse échangèrent rapidement un regard, tous deux touchés par la perception aiguë de la fillette. « Ne t'inquiète pas pour des choses d'adultes, chérie, » dit madame Thérèse en caressant les cheveux de Camille. « Parfois, on s'inquiète pour le travail, c'est tout. » Après que le chauffeur ait emmené Camille à l'école, Pierre invita madame Thérèse à une conversation dans le bureau. Ironiquement, le même endroit où tout avait commencé. Elle s'assit sur la chaise en face du bureau en acajou, les mains croisées sur les genoux et les yeux fixés sur le sol. « Thérèse, avant que nous parlions de ce qui s'est passé à la fête, je veux que tu saches que je te respecte beaucoup. Et votre famille, ces 8 années de travail ensemble signifient beaucoup pour moi. Pour moi aussi, docteur Pierre. Mais je ne peux pas ignorer ce que Camille a dit. Vous avez vraiment touché à mon coffre ? » Le silence qui a suivi a semblé durer une éternité. Madame Thérèse a pris une profonde inspiration, comme si elle rassemblait son courage pour plonger dans des eaux inconnues. « Oui, j'ai touché, docteur. » La confession simple et directe a pris Pierre par surprise. Il s'était préparé à des dénégations, des explications compliquées, des justifications élaborées. Pas à pas, une admission si franche. « Et qu'avez-vous mis là ? » ?»« De l'argent, docteur, mes économies. »« Vos économies ? Pourquoi dans mon coffre ?» Madame Thérèse a enfin levé les yeux et l'a regardé droit dans les yeux. Des larmes se formaient, mais il y avait aussi une détermination de fer que Pierre a immédiatement reconnue, la même expression qu'il avait vue sur le visage de Camille lorsqu'elle parlait de médecine. « Parce que chez moi, il n'y a pas de place sûre, docteur, et parce que cet argent est sacré pour moi. Expliquez mieux. Ce sont 6 mois d'économie centime par centime. Tout ce qui reste de mon salaire après avoir payé les factures de base, tout ce que je gagne avec les petits boulots du samedi, chaque pièce que je trouve oubliée dans les poches des vêtements que je lave, tout est là pour payer l'université de Camille, les livres, le transport, la nourriture. » Pierre s'est appuyé sur sa chaise, traitant l'information. Ce n'était pas du vol, c'était le contraire. C'était une mère désespérée, utilisant son coffre comme une banque improvisée pour protéger les rêves de sa fille. « Pourquoi ne m'avez-vous pas demandé de garder l'argent sur un compte bancaire ? » « Parce que la banque prend des frais, docteur, et parce que j'avais honte d'expliquer que j'avais réussi à économiser si peu en si longtemps. » L'honnêteté brutale de la réponse a frappé Pierre comme un coup de poing. Il avait gagné plus d'argent la semaine précédente que madame Thérèse ne pourrait en économiser en une année entière. « Combien y a-t-il ? 1 200 €, docteur. »
Le montant ridiculement petit a fait sentir Pierre encore plus mal. Pour lui, c'était l'équivalent d'une addition de restaurant. Pour Madame Thérèse, cela représentait des mois de privation et de sacrifice. « Thérèse, comprends-tu que utiliser mon coffre sans permission était mal ?»« Je comprends, docteur, et si vous voulez me renvoyer, je le comprendrai aussi. Je demande juste à pouvoir récupérer mon argent. Personne ne sera renvoyé, mais nous avons un problème. »« Lequel, docteur ?»« Ce que Camille a dit à la fête. Les gens ont entendu. Mon comptable m'a déjà appelé 2 fois aujourd'hui pour demander si je veux faire un audit interne. » Madame Thérèse a pâli. Un audit signifierait enquête, interrogation. Sa réputation détruite dans toute la communauté des employés de maison de la région. Que ferez-vous? Pierre était partagé. En tant qu'homme d'affaires, il savait qu'il devait suivre les protocoles, enquêter sur toute irrégularité, se protéger légalement. En tant que personne, il voyait une mère désespérée qui avait pris une décision discutable pour des raisons compréhensibles. « Je ne sais pas encore, je dois réfléchir. » À ce moment-là, le téléphone a sonné. C'était Charles, le comptable, avec un appel qui changerait complètement le cours de la situation. « Pierre, tu dois savoir une chose. J'ai reçu un appel anonyme ce matin. Quelqu'un a dit que votre employé détourne de l'argent de l'entreprise et a suggéré que nous fassions un audit complet. » Un appel anonyme. Oui, une voix féminine. Elle ne s'est pas identifiée, mais elle semblait connaître des détails sur la situation. Pierre a regardé Madame Thérèse, qui avait pâli encore plus. La situation devenait incontrôlable. « Charles, ne prends aucune décision hâtive. Laisse-moi te parler en personne. » Après avoir raccroché, il a réalisé que Madame Thérèse tremblait. « Docteur, que se passe-t-il ? Il semble que quelqu'un qui était à la fête a décidé de te causer des problèmes. »« Mon Dieu, murmura-t-elle, mes enfants, si cette histoire se répand, mes enfants vont avoir honte à l'école, dans le quartier. »« Calme-toi, Thérèse. Nous allons résoudre cela. »« Comment ? Docteur ? S'ils font un audit, ils vont tout découvrir. Et même s'ils ne trouvent rien de mal, la rumeur se sera déjà répandue. Qui voudra engager une employée suspecte de vol ? La réalité des conséquences a frappé Pierre de plein fouet. Pour lui, un audit était une procédure commerciale normale. Pour Madame Thérèse, ce serait la destruction complète de sa vie professionnelle et sociale. « Thérèse, je vais te poser une question et je veux que tu sois complètement honnête avec moi. Tu peux demander, en plus de l'argent que tu as gardé dans le coffre, as-tu touché à autre chose? As-tu pris un document? As-tu regardé un papier? Non, docteur, je jure devant Dieu que non. J'ouvrais le coffre, mettais mon argent, fermais et partais. Je n'ai jamais touché à rien qui soit à vous. Et pourquoi ne m'as-tu pas parlé de tes études de gestion? Pourquoi l'as-tu caché? Madame Thérèse a soupiré profondément. « Parce que j'avais peur, docteur. » « Peur de quoi? Peur que vous pensiez que je voulais partir d'ici. Peur de paraître trop ambitieuse. Peur de changer une relation qui a toujours bien fonctionné. » L'après-midi est passé rapidement, Pierre essayant de décider de la meilleure façon d'agir. La pression extérieure augmentait. Charles a appelé 2 fois de plus, insistant sur la nécessité d'un audit pour protéger l'entreprise de possibles problèmes juridiques futurs. Quand Camille est rentrée de l'école, elle a trouvé Madame Thérèse exceptionnellement silencieuse et son père visiblement préoccupé. « Papa, pourquoi tout le monde est triste aujourd'hui ? » « Princesse, parfois les adultes doivent résoudre des problèmes compliqués. »« C'est à cause de ce que j'ai dit à la fête ? À propos de tante Thérèse et du coffre ?» Le silence qui a suivi a confirmé les craintes de la petite fille. À 6 ans, Camille a commencé à comprendre que ces mots innocents avaient déclenché quelque chose de bien plus grand et dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. « Est-ce que j'ai rendu tante Thérèse triste ?» demanda-t-elle, les yeux remplis de larmes. Madame Thérèse s'est agenouillée à côté d'elle, l'enlaçant avec force. « Non, ma princesse, tu n'as rien fait de mal. Parfois,
les choses deviennent compliquées sans que ce soit la faute de personne. Mais cette nuit-là, lorsque Madame Thérèse est finalement partie, tout le monde savait que rien ne serait plus comme avant. Le secret était sorti de la boîte et il restait à découvrir s'il serait possible de le contrôler avant qu'il ne détruise tout, ce qu'ils avaient construit ensemble au cours de ces 8 années. La semaine qui suivit fut marquée par une atmosphère de tension croissante qui imprégnait chaque recoin de la maison des Moreau. Pierre avait réussi à retarder l'audit de quelques jours, prétextant la nécessité de mieux organiser la documentation, mais il savait qu'il ne pourrait pas procrastiner indéfiniment. La pression de Charles et d'autres associés de l'entreprise augmentait chaque jour, surtout après que des rumeurs sur des irrégularités impliquant des femmes de ménage avaient commencé à circuler dans les cercles d'affaires de Paris. Madame Thérèse, pour sa part, vivait un martyre silencieux. Elle continuait à exécuter ses tâches avec l'efficacité de toujours, mais avait perdu la spontanéité qui avait toujours caractérisé sa présence dans la maison. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle servait le café. Ses yeux évitaient de croiser ceux de Pierre, et elle avait développé l'habitude de vérifier obsessivement si toutes les portes étaient fermées avant de sortir, comme si elle craignait que quelque chose puisse mal tourner en son absence. Camille, réalisant l'état émotionnel de sa mère, se présenta chez elle mercredi après-midi, déterminée à découvrir ce qui se passait. La jeune fille de 17 ans avait développé une maturité précoce qui la rendait plus observatrice que la plupart des adultes, et elle connaissait suffisamment bien sa mère pour savoir que quelque chose de grave se produisait. « Maman, que se passe-t-il ? Tu es différente depuis la fête de la Saint-Jean. » « Ce n'est rien de grave, Camille. Juste quelques problèmes au travail qui vont se résoudre. » « Quel genre de problème ? » Madame Thérèse hésita, regardant autour d'elle pour vérifier si Pierre ou Camille étaient à proximité. Elles étaient seules dans la cuisine, avec l'après-midi pluvieux de mai créant une atmosphère intime et chaleureuse qui contrastait drastiquement avec la tension qu'elles ressentaient. « Camille, tu te souviens quand je t'ai dit que je mettais de l'argent de côté dans un endroit sûr pour tes études ? » « Je me souviens. Tu as toujours été très mystérieuse à ce sujet. Je le gardais ici dans la maison, dans le coffre du docteur Pierre. » Camille resta paralysée un moment, traitant l'information. « Dans son coffre ? Maman, tu as demandé la permission ? » ?»« Je n'ai pas demandé, Camille. Et maintenant, ils l'ont découvert. » La conversation qui suivit fut l'une des plus difficiles de la vie de Madame Thérèse. Elle expliqua à sa fille comment elle était arrivée à cette décision désespérée, motivée par la peur des cambriolages dans le quartier où elle vivait et par la nécessité absolue de protéger chaque centime économisé pour l'avenir de la famille. « Maman, tu comprends que cela peut être interprété comme du vol ? Je sais, ma fille, je sais que j'ai été stupide, que j'aurais dû expliquer la situation dès le début. Mais j'avais tellement peur de perdre cet emploi. » Camille étreignit sa mère, ressentant le poids de la responsabilité qu'elle portait sur ses épaules. Elle savait que les économies secrètes étaient toutes destinées à elle, à ses études, à ses rêves de devenir médecin. « Je vais parler au docteur Pierre, je vais tout expliquer. »« Non, Camille, c'est mon problème. »« Ce n'est pas seulement ton problème, maman. C'est moi qui vais étudier avec cet argent. C'est moi qui vais bénéficier de tout ce sacrifice que tu as fait. » À ce moment-là, Pierre entra dans la cuisine à la recherche d'un verre d'eau et trouva mère et fille enlacées, clairement émues. La scène le toucha profondément, lui rappelant les moments intimes qu'il avait partagés avec sa propre épouse et sa fille avant la tragédie qui avait changé sa vie pour toujours. « Désolé d'interrompre, puis-je aider en quelque chose ?» Camille se détacha de l'étreinte et le regarda directement avec une détermination qui le surprit. « Docteur Pierre, puis-je vous parler ? C'est au sujet de ma mère. » « Bien sûr, Camille. » Les trois se dirigèrent vers le salon, où Pierre invita Camille à s'asseoir sur le canapé, tandis que Madame Thérèse restait debout, visiblement nerveuse. « Docteur Pierre, ma mère m'a parlé de la situation de l'argent dans le coffre. Je veux que vous sachiez que tout cela est de ma faute. » «
Comment ça? L'argent qu'elle mettait de côté est pour mes études. Livres, transport, nourriture à l'université. Ma mère travaille 2 emplois, étudie la gestion dans ses heures libres et économise chaque centime en pensant à mon avenir. Pierre écouta en silence, observant la passion et la sincérité dans les mots de la jeune fille. Il y avait quelque chose dans la façon dont Camille défendait sa mère qui lui rappelait sa propre relation avec son père, le mélange d'amour, de respect et de détermination à protéger la famille. Et tu penses que cela justifie d'utiliser mon coffre sans permission? Non, docteur, je sais que c'était mal, mais je veux que vous compreniez les motivations. Ma mère n'est pas malhonnête, elle est désespérée. Désespérée? Camille regarda sa mère qui hocha silencieusement la tête, lui donnant la permission de dire toute la vérité. « Docteur Pierre, vous savez combien ma mère gagne ici? Bien sûr, c'est moi qui fixe le salaire. Et vous savez combien coûte d'élever 3 enfants avec le salaire d'une femme de ménage ?» Pierre resta silencieux. C'était une question à laquelle il n'avait pas de réponse pratique, seulement théorique. « Ma mère paie 300 € de loyer. 200 pour l'école pour moi et mes frères et sœurs, 150 pour les courses, 100 pour le transport, 80 pour l'électricité, 60 pour l'eau, 40 pour le gaz. Cela fait 930 € juste pour le basique. Son salaire ici est de 1200. Les chiffres frappèrent Pierre comme des gifles au visage. Il n'avait jamais fait ses calculs, n'avait jamais vraiment évalué l'impact réel du coût de la vie sur le budget de ses employés. Il reste 270 € par mois, docteur, pour les médicaments, les vêtements, le matériel scolaire, en toute urgence. C'est pourquoi elle travaille le samedi, c'est pourquoi elle étudie la gestion en cachette, c'est pourquoi elle garde chaque centime comme s'il s'agissait d'or. Camille, tenta d'intervenir Madame Thérèse. Non, maman, il doit savoir. Docteur Pierre, ma mère travaille 14 heures par jour. Elle quitte la maison à 6 heures du matin, revient à 9 heures du soir. Le samedi, elle travaille encore 8 heures comme femme de ménage. Le dimanche, elle étudie l'informatique et la gestion dans une école communautaire. Pierre se sentait de plus en plus petit en écoutant le récit. La femme qu'il connaissait comme simplement sa femme de ménage était, dans la réalité, bien plus que cela. Vérité, une guerrière luttant seule contre toutes les adversités pour garantir un avenir meilleur à ses enfants. Et même ainsi, continua Camille, elle n'a jamais réclamé de salaire, jamais demandé d'augmentation, jamais arrivé en retard ou manqué un seul jour en 8 ans. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle a peur, docteur, peur de perdre son emploi, peur de ne pas en trouver un autre, peur de vous décevoir, vous qui avez toujours traité notre famille avec respect. Le silence qui suivit fut interrompu seulement par le bruit de la pluie frappant les fenêtres. Pierre regarda Madame Thérèse, qui avait des larmes coulant silencieusement sur son visage, mais gardait la tête haute, avec dignité. « Thérèse, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ces difficultés ? » Parce que je ne voulais pas que vous me preniez par pitié, docteur. Je voulais que vous m'appréciiez pour mon travail. Et pourquoi as-tu caché tes études? Parce que j'avais peur que vous pensiez que je voulais être trop, qu'une femme de ménage ne devrait pas avoir d'ambition. La réponse révéla un préjugé que Pierre ne savait même pas à qui l'avait. Il avait réellement créé un environnement où Madame Thérèse se sentait obligée de cacher ses efforts de croissance personnelle et professionnelle. « Thérèse, as-tu une idée de ce que je ressens en sachant que tu as passé 8 ans à cacher qui tu es vraiment? Comment ça, docteur? Tu n'es pas juste une femme de ménage. Tu es une gestionnaire, une comptable, une entrepreneuse, une éducatrice. Tu gères ta maison comme si c'était une entreprise. Éduque 3 enfants exemplaires, fais face à des défis que je n'ai jamais eu à affronter. » Madame Thérèse fut surprise par ces mots. Elle n'avait jamais pensé à elle-même en ces termes. « Et sais-tu ce qui m'impressionne le plus ?» continua Pierre. « C'est que tu as fait tout cela en gardant la dignité, l'honnêteté et l'humilité. Même quand tu as utilisé mon coffre sans permission, c'était pour une noble raison. Vous n'allez pas me licencier,
Te licencier serait la plus grande bêtise de ma vie professionnelle, mais nous allons devoir résoudre cette situation d'audit. Camille se leva, marchant jusqu'à la fenêtre où elle observa la pluie pendant quelques secondes, avant de se retourner à nouveau. Docteur Pierre, puis-je suggérer quelque chose? Bien sûr. Que diriez-vous si ma mère présentait un rapport complet sur la façon dont elle organise notre vie financière, pour montrer qu'elle a des connaissances et des compétences en gestion? La suggestion de Camille planta une graine dans l'esprit de Pierre. Peut-être y avait-il un moyen de transformer cette crise en opportunité de révéler publiquement les qualités extraordinaires de Madame Thérèse au lieu de les cacher. C'est une idée intéressante, Camille, très intéressante. Cette nuit-là, après le départ de Camille, Pierre resta seul dans son bureau à regarder le coffre. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, il commença à voir la situation non pas comme un problème à résoudre, mais comme une révélation sur sa propre cécité concernant les personnes extraordinaires qui faisaient partie de sa vie quotidienne. Le mois de juin arriva, apportant avec lui le froid typique de l'hiver en Provence et une décision qui changerait complètement le cours de la vie de Madame Thérèse. Après 3 jours de réflexion intense sur la conversation avec Camille, Pierre prit une résolution qu'il n'avait même pas anticipée. Au lieu de laisser l'audit détruire la réputation de Madame Thérèse, il ferait exactement le contraire. Le lundi matin, Pierre appela Charles avec une proposition inhabituelle. « Charles, à propos de cet audit, je vais faire quelque chose de différent. Qu'est-ce que tu as en tête ? Je vais demander à Thérèse elle-même de présenter un rapport financier complet sur la situation. Si elle a des connaissances en comptabilité comme je l'ai découvert, qu'elle le prouve professionnellement. Pierre, tu es devenu fou? Laisser la suspecte enquêter sur elle-même? Elle n'est pas suspecte, Charles. C'est une employée exemplaire que j'ai sous-estimée pendant 8 ans. Et si j'ai raison sur son caractère, ce rapport va impressionner tout le monde. Et si tu as tort, j'assume l'entière responsabilité de ma décision. Après avoir raccroché, Pierre chercha Madame Thérèse, qui était en train d'organiser la bibliothèque du bureau, une tâche qu'elle exécutait chaque semaine avec une précision chirurgicale. « Thérèse, j'ai besoin de te parler d'une proposition. »« Oui, docteur Pierre. Je veux que tu prépares un rapport complet sur tes finances personnelles et que tu montres comment tu organises le budget de ta famille. Un travail professionnel, utilisant tes connaissances en comptabilité. » Madame Thérèse cessa d'organiser les livres, se tournant vers lui avec une expression de surprise et de peur. « Pourquoi faire, docteur ? Pour le présenter à l'entreprise, pour montrer que tu as des compétences techniques réelles, pas seulement domestiques. Mais, docteur, et si je ne sais pas bien faire? Et s'ils sont déçus? Thérèse, tu gères un budget familial complexe depuis plus de 15 ans. Tu as élevé 3 enfants exemplaires avec des ressources limitées. Tu as réussi à mettre ta fille à l'université de médecine. Tu penses vraiment que tu n'as pas de compétences? La proposition laissa Madame Thérèse en état de choc pour le reste de la journée. Le soir, Camille rentra chez elle, impatiente de savoir comment s'étaient déroulées les négociations concernant l'audit. « Maman, comment ça s'est passé aujourd'hui? Le docteur Pierre a dit quelque chose sur l'enquête? » Camille, il veut que je fasse un rapport sur nos comptes, un travail professionnel à présenter dans son entreprise. Un rapport? Quel genre de rapport? Pour montrer comment j'organise notre argent, comment je fais pour qu'il reste quelque chose chaque mois, comment je planifie les dépenses. Camille resta silencieuse pendant quelques instants, traitant l'information. « Maman, tu te rends compte de ce que cela signifie? Qu'il veut me humilier devant tout le monde? Non, cela signifie qu'il a enfin vu qui tu es vraiment. Il veut que tu montres tes compétences professionnelles. Mais Camille, je ne sais pas faire ces choses d'entreprise. Je sais juste m'occuper de notre maison. Maman, arrête de te dévaloriser. Tu fais des tableaux Excel depuis 2 ans. Tu contrôles les recettes et les dépenses mieux que beaucoup d'administrateurs ici. Tu sais calculer des intérêts, faire des projections, trouver ou réduire les dépenses sans compromettre l'essentiel. Le mardi, Madame Thérèse arriva au travail avec une détermination renouvelée. Elle
demanda la permission d'utiliser l'ordinateur du bureau pendant ses heures de déjeuner. Et elle a commencé à travailler sur le rapport le plus important de sa vie. Le premier défi a été d'organiser toute la documentation nécessaire. Madame Thérèse avait méticuleusement conservé tous les justificatifs de dépenses des 3 dernières années. Une manie qu'elle avait développée lorsqu'elle avait réalisé qu'elle devait avoir un contrôle total sur chaque centime. Reçus de supermarché, justificatifs de paiement des frais de scolarité, factures d'électricité, d'eau et de téléphone, tout était soigneusement archivé dans des dossiers fabriqués à partir de boîtes à chaussures, recouvertes. « Thérèse » dit Pierre, la trouvant entourée de papiers à la table de la cuisine. « As-tu besoin d'aide avec l'ordinateur ?»« Non, docteur. Je m'en sors. Je suis juste nerveuse parce que je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi important. » Tu fais des choses importantes tous les jours. Gérer une famille est aussi complexe que gérer une entreprise. Tu le penses vraiment? J'en suis sûr. Une entreprise a des départements séparés. Finances, ressources humaines, planification. Tu fais tout cela seul chez toi. Les mots de Pierre ont donné à Madame Thérèse une perspective complètement nouvelle sur ses propres compétences. Pour la première fois de sa vie, elle a commencé à voir ses tâches domestiques et familiales comme des compétences professionnelles légitimes. Pendant les 3 jours suivants, elle a travaillé sans relâche sur le rapport. Elle a créé des tableaux détaillés montrant l'évolution du budget familial au cours des dernières années, des graphiques démontrant comment elle avait réussi à réduire les dépenses sans compromettre la qualité de vie, et des projections financières pour les 5 prochaines années, y compris les coûts de l'université de Camille et des autres enfants. Le travail a révélé des aspects surprenants de sa gestion financière. Madame Thérèse avait réussi à réduire les dépenses alimentaires de 20% au cours de 2 ans, simplement en planifiant mieux ses courses et en profitant des promotions. Elle avait négocié des réductions sur les frais de scolarité en offrant des services de nettoyage en échange de réductions. Elle avait réussi à maintenir un fonds d'urgence équivalent à 3 mois de dépenses, même avec un budget serré. « Camille, dit-elle jeudi soir, montrant le travail presque terminé. « Tu penses que c'est bien ?» Camille a examiné les tableaux avec les yeux de quelqu'un qui avait suivi des cours préparatoires pour le baccalauréat et savait reconnaître la qualité technique. « Maman, c'est mieux que beaucoup de travaux universitaires que j'ai déjà vus. C'est vraiment professionnel. Je n'exagère pas, n'est-ce pas? Ils ne vont pas trouver ça trop prétentieux. Maman, tu montres la vérité, et la vérité est que tu es une gestionnaire née. » Vendredi, Madame Thérèse a finalisé le rapport avec une conclusion qui l'a elle-même surprise. Elle a écrit sur l'importance de l'éducation financière pour les familles à faible revenu, sur la façon dont une planification adéquate peut transformer des réalités même avec des ressources limitées, et sur le rêve de pouvoir un jour aider d'autres familles à organiser leur vie financière. « Voilà, dit-elle à Pierre, remettant un dossier soigneusement organisé. « Tout est là. Es-tu sûre de vouloir faire cela, Thérèse? Présenter cela à l'équipe de l'entreprise? » « J'ai peur, docteur. Mais j'ai aussi fierté de ce que j'ai réussi à faire avec ma famille, si cela peut aider à nettoyer ma réputation. Cela va bien au-delà de nettoyer ta réputation. Cela peut ouvrir des portes que tu n'imagines même pas. Ce week-end, Pierre a lu le rapport 3 fois. À chaque lecture, son admiration pour Madame Thérèse grandissait de manière exponentielle. Le document n'était pas seulement techniquement compétent, il était inspirant. Il montrait une femme qui avait transformé des limitations en opportunités, qui avait créé des solutions créatives pour des problèmes complexes, qui avait maintenu sa dignité et son espoir même dans les situations les plus difficiles. « Camille, dit-il à sa fille dimanche matin, savais-tu que tante Thérèse est très intelligente? »« Bien sûr, papa. Elle sait beaucoup de choses. Pourquoi tu demandes ça? » Parce que parfois les adultes mettent du temps à réaliser ce que les enfants savent déjà. Le lundi suivant, Pierre a Deschamps convoqué une réunion avec toute l'équipe administrative de l'entreprise. Charles, le comptable, est arrivé préparé à discuter des résultats d'un audit traditionnel.
Au lieu de cela, il a trouvé Madame Thérèse assise à la table de réunion, vêtue de son meilleur costume, tenant un dossier et essayant de contrôler son nervosité. « Tout le monde !» a commencé Pierre. « Je veux vous présenter un travail qui va changer notre perspective sur la gestion financière personnelle. Et qui va le présenter, c'est Madame Thérèse elle-même. » Le silence dans la salle était palpable. Tout le monde connaissait Madame Thérèse comme la femme de ménage de la famille, mais personne ne s'attendait à la voir dans une réunion d'entreprise présentant des travaux techniques. « Madame Thérèse, » dit Charles, avec un scepticisme à peine dissimulé, « Monsieur Pierre a dit que vous aviez préparé un type de rapport. »« Oui, docteur Charles, sur la façon dont je gère les finances de ma famille. » Ce qui s'est passé dans les 40 minutes suivantes changerait à jamais la façon dont tous dans la salle verraient Madame Thérèse, et peut-être comment elle se verrait elle-même. La présentation de Madame Thérèse dans la salle de réunion de la Société Moreau a commencé de manière hésitante, avec sa voix légèrement tremblante, alors qu'elle connectait sa clé USB au projecteur. Les 6 exécutifs présents, Charles le comptable, 2 ingénieurs, la directrice des ressources humaines et 2 associés minoritaires, l'observaient avec un mélange de curiosité et de scepticisme à peine dissimulé. « Bonjour », a-t-elle commencé, lissant nerveusement sa blouse bleu marine qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. « Je m'appelle Thérèse Dupont, je travaille depuis 8 ans chez Monsieur Pierre et, je vais présenter comment j'organise les finances de ma famille. » Le premier tableau qui est apparu à l'écran a eu un impact immédiat. C'était un graphique coloré et soigneusement organisé, montrant l'évolution du budget familial au cours des 3 dernières années, avec des divisions claires entre revenus, dépenses fixes, variables et économies. Notre revenu familial est de 1850 € par mois, dit-elle, gagnant progressivement en confiance. 1200 € de mon salaire ici à l'entreprise, 400 € du travail supplémentaire le samedi et 250 € d'une aide gouvernementale pour Jean-Pierre, qui a eu des problèmes respiratoires quand il était petit. Charles s'est penché en avant, examinant les chiffres avec une attention professionnelle. L'organisation était impeccable, suivant des normes comptables que de nombreuses petites entreprises ne parvenaient pas à maintenir. Avec ce revenu, continua Madame Thérèse, je soutiens 3 enfants, je paie l'école privée pour les 3, je maintiens un plan de santé familiale et j'arrive encore à économiser en moyenne 200 € par mois. Comment ? Demanda Sandra, la directrice des ressources humaines, sincèrement intéressée. Planification, docteur Sandra, tout est planifié. Le deuxième écran montra un tableau des courses de supermarché qui impressionna tout le monde. Madame Thérèse avait catalogué les prix des produits de base dans 5 établissements différents, créant un système rotatif d'achat qui profitait d'une promotion de chaque endroit. Par exemple, expliqua-t-elle, le riz et les haricots, je les achète toujours en gros lors de la 2e quinzaine du mois, quand ils font des promotions. Les produits de nettoyage, j'attends les offres des pharmacies. La viande, je l'achète directement à la boucherie de Monsieur Joachim, qui me fait un rabais parce que je suis cliente depuis 6 ans. Un des associés minoritaires, Roberto, chuchota à son collègue. « Ma femme devrait apprendre cela. »« Et comment contrôlez-vous tout cela ?» demanda Charles. « J'ai un carnet où j'inscris toutes les dépenses. Et ensuite je les transfère sur l'ordinateur 1 fois par semaine. Chaque achat doit avoir une justification. Est-ce nécessaire, urgent ou un investissement ? » Le 3e écran révéla quelque chose qui laissa tout le monde bouche bée. Un plan d'investissement à long terme pour l'éducation des 3 enfants. Madame Thérèse avait calculé les coûts estimés des examens d'entrée, des fournitures, du transport et de la nourriture universitaire pour chacun, projetant les besoins financiers jusqu'en 2030. Camille aura besoin d'environ 500 € par mois pendant les 6 ans de médecine. Jean-Pierre veut faire de l'ingénierie, donc ce sera 550 pendant 5 ans. Louise n'a pas encore décidé, mais j'ai réservé 600 pour 6 ans, au cas où elle choisirait quelque chose de plus cher. Madame Thérèse, intervint l'ingénieur Paul, ces calculs prennent-ils en compte l'inflation ?
Oui, docteur Paul. J'ai utilisé une moyenne de 6% par an basée sur les 10 dernières années. Le silence dans la salle était maintenant d'admiration, pas de scepticisme. Pierre observait la transformation de ses collègues avec une satisfaction croissante. La femme qu'il avait sous-estimée pendant 8 ans démontrait des compétences que de nombreux professionnels diplômés n'avaient pas. « Et comment arrivez-vous à économiser avec un revenu si serré ?» demanda Sandra. « Stratégie, docteur. Par exemple, au lieu d'acheter des vêtements neufs, j'ai appris à coudre et à rénover. Au lieu de payer une salle de sport, je fais des promenades dans le parc et des exercices à la maison. Au lieu de manger dehors, je planifie le menu de la semaine et j'exploite les restes de manière créative. » Le 4e écran montra quelque chose d'inattendu, un projet social que Madame Thérèse avait développé informellement dans son quartier. J'ai commencé à enseigner à d'autres mères comment organiser le budget domestique. Une fois par semaine, nous nous réunissons à l'église et je montre comment faire des tableaux de base, comment rechercher les prix, comment économiser sans se priver. « Combien de familles participent ?» demanda Roberto. « Nous avons commencé avec 5, maintenant nous sommes 15. Et ça fonctionne, docteur. L'ami Claire a réussi à économiser 300 € en 2 mois juste en changeant sa façon de faire les courses. » Pierre ressentait une fierté croissante en observant Madame Thérèse se transformer devant les yeux de tous. La femme de ménage timide était devenue une consultante financière sûre d'elle, présentant des données avec clarté et répondant aux questions techniques avec précision. Le 5e et dernier écran contenait une proposition que personne n'attendait. « Docteur Pierre, en pensant à ce que j'ai appris toutes ces années, j'aimerais proposer quelque chose pour l'entreprise. Qu'avez-vous en tête, Thérèse ? Un programme d'éducation financière pour les employés. Beaucoup de gens gagnent bien, mais ne savent pas comment organiser leur argent. Je pourrais donner des conférences mensuelles, enseigner à faire des tableaux de base, montrer comment économiser pour des objectifs importants. » La proposition causa un murmure dans la salle. Charles regarda Pierre avec une expression mêlant surprise et intérêt sincère. « Madame Thérèse, dit-il, avez-vous une formation technique pour cela ? Je termine mon diplôme technique de comptabilité, docteur Charles, et j'ai 15 ans d'expérience pratique à gérer des budgets serrés. Quand terminez-vous le cours ? Demanda Sandra. En décembre de cette année. Et après ? Quels sont vos projets ? Madame Thérèse prit une profonde inspiration avant de répondre, rassemblant le courage de verbaliser un rêve qu'elle gardait depuis des années. « J'aimerais ouvrir un petit bureau de conseil financier pour les familles à faible revenu, aider des personnes comme moi à organiser leur vie, à réaliser leurs rêves sans s'endetter. » Le silence qui suivit dura presque 1 minute entière. Enfin, Roberto brisa le calme. « Pierre, cette femme est un diamant brut. Comment avez-vous pu la garder cachée pendant 8 ans ?»« Je ne l'ai pas gardée cachée, » répondit Pierre honnêtement. « Je ne voyais tout simplement pas. » Après la réunion, qui se termina par des applaudissements spontanés de toute l'équipe, Pierre invita Madame Thérèse à une conversation privée dans son bureau. « Thérèse, avez-vous une idée de l'impact que vous avez eu là-dedans ? J'espère que c'était positif, docteur. » Plus que positif, c'était inspirant. Charles veut déjà vous engager comme consultante pour l'entreprise. Comment ça ? Il veut que vous développiez un programme d'éducation financière pour tous les employés de la construction. Un travail parallèle, bien rémunéré. Madame Thérèse resta silencieuse, traitant l'information. 8 heures auparavant, elle craignait d'être licenciée pour mauvaise conduite. Maintenant, elle était invitée à un poste de consultante. Et qu'en est-il de l'argent du coffre ? Quel argent ? Demanda Pierre avec un sourire. Je ne vois qu'une employée exemplaire qui a eu l'intelligence d'utiliser un coffre sécurisé pour protéger ses économies destinées à l'éducation de sa fille. Vous n'allez pas en parler à quelqu'un ? Je vais en parler. Je vais dire que vous êtes une mère dévouée, une gestionnaire née,
et une personne intègre qui mérite toutes les opportunités que la vie peut offrir. Cet après-midi-là, lorsque Camille rentra de l'école, elle trouva Madame Thérèse avec une lueur dans les yeux qu'elle n'avait pas vue depuis des semaines. « Tante Thérèse, pourquoi êtes-vous si heureuse ? » « Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris que parfois les gens sont meilleurs que ce que l'on imagine, ma princesse. Papa est aussi heureux. Il a dit que vous êtes très intelligente. Et tu le savais toujours, n'est-ce pas ? Bien sûr, tu m'apprends plein de choses. Pourquoi les adultes mettent-ils tant de temps à apprendre ? L'innocence de Camille a fait rire Madame Thérèse pour la première fois depuis des semaines. Ce soir-là, elle a appelé Marina avec des nouvelles qui allaient changer le cours de leur vie. « Marina, ma fille, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui ?» De l'autre côté du fil, Marina a entendu sa mère relater les événements de la journée avec une émotion croissante. Quand Madame Thérèse a terminé de parler de la proposition de consultation, il y a eu un long silence. « Maman, a dit Marina finalement, tu réalises que ta vie a complètement changé aujourd'hui ? Changé comment ? Tu es sortie de la maison ce matin comme femme de ménage et tu es revenue cet après-midi comme consultante financière. Mais je reste la même personne, Marina. C'est exactement ce qui est le plus incroyable, maman. Tu as toujours été cette personne. Il te fallait juste que quelqu'un le voie. » Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Madame Thérèse a dormi en rêvant non seulement de l'avenir de ses enfants, mais aussi du sien. Un avenir qui semblait enfin aussi prometteur qu'elle l'avait toujours su. 1 an après la découverte de l'enveloppe dans le coffre, la maison des Moreau, dans le quartier Montmartre, s'était transformée en quelque chose que personne n'aurait pu anticiper. C'était un matin de mars 2024, et le soleil filtrait à travers les mêmes rideaux en lin, créant les mêmes motifs dorés sur le sol en bois ciré. Mais tout le reste avait profondément changé. L'ancienne buanderie, qui abritait autrefois seulement l'évier et les machines à laver, avait été convertie en un petit bureau partagé. 2 bureaux occupèrent l'espace. Un où Madame Thérèse accueillait ses premiers clients du cabinet. Financier Famille Unie, un nom qu'elle avait choisi avec fierté, et un autre où Camille, maintenant âgée de 7 ans, faisait ses devoirs sous la supervision affectueuse de tante Thérèse. « Madame Apolline », disait Madame Thérèse à une femme d'âge moyen assise devant elle, « voyons ensemble comment organiser votre budget pour réaliser votre rêve de rénover votre maison. » La cliente, une femme de ménage qui avait entendu parler des services de Madame Thérèse par le biais du réseau informel de recommandation du quartier, tenait nerveusement un sac en plastique rempli de papier froissé, factures, reçus, notes sur des serviettes. « Madame Thérèse, je ne sais même pas par où commencer. On dirait que l'argent disparaît avant même que je le voie. Nous allons découvrir où il va et comment le faire fructifier. Laisse-moi faire. » Observant la scène depuis la porte, Pierre ressentait une satisfaction profonde qui allait bien au-delà de la fierté paternelle. Il y avait quelque chose de profondément juste dans cette transformation, comme si l'univers s'était enfin aligné, comme il aurait toujours dû l'être. Marina était dans la cuisine en train de préparer un goûter pour tout le monde. Il était devenu une tradition qu'elle apparaisse les samedis après-midi pour aider sa mère et mettre à jour la conversation sur la faculté. La jeune femme de 18 ans était en 2e semestre de médecine à la Sorbonne et son visage irradiait la confiance de celle qui savait qu'elle était sur la bonne voie. « Docteur Pierre, » dit-elle en s'approchant avec un plateau de café et de biscuits fait maison. « Avez-vous vu les chiffres du mois dernier de ma mère ? » ?»« Oui, j'ai vu. 23 familles aidées. C'est impressionnant. Et toutes avec des résultats positifs. Madame Rosa a réussi à rembourser ses dettes de carte de crédit en 6 mois. Monsieur Antoine a économisé pour acheter une moto pour travailler comme livreur. Silmara a commencé une épargne pour la faculté de sa fille. Les réussites des clients de Madame Thérèse étaient devenues un motif de célébration pour toute la famille Moreau. Chaque histoire de succès était partagée lors des dîners, créant une ambiance d'espoir et de possibilités qui contagiait tout le monde. « Et comment se passent tes études, Marina ?
très bien. Mes notes sont excellentes, je me suis lié d'amitié avec les gens de ma classe. Il y a un projet d'extension auquel je veux participer. Soins médicaux dans des communautés défavorisées. On dirait que vous avez toutes les deux la même vocation pour aider les gens. J'ai appris avec la meilleure professeure, dit Marina, en regardant affectueusement sa mère. Jean-Pierre est arrivé en courant de l'école, encore vêtu de son uniforme de football. À 16 ans, il était devenu un jeune homme grand et athlétique, mais conservait la même douceur qui l'avait toujours caractérisé. « Maman, tante Thérèse !» cria-t-il, utilisant le terme affectueux que Camille avait inventé et que tout le quartier avait adopté. « J'ai passé une autre étape des sélections du club. »« Quelle merveille, mon fils !» s'exclama Madame Thérèse, interrompant momentanément la consultation pour embrasser son fils. « Et toi, Jean-Pierre ?» demanda Pierre. « As-tu déjà décidé quelle faculté tu veux faire ?»« Je pense à l'éducation physique, docteur Pierre. Je veux enseigner et entraîner les jeunes du quartier. Excellent choix. Et Louise ? Ah, Louise est dans sa phase artistique, rit Marina. Maintenant, elle veut être designer. La semaine dernière, elle voulait être vétérinaire. Le mois dernier, c'était l'architecture. Louise est apparue à la porte à ce moment-là, comme si elle avait entendu la conversation. À 14 ans, elle avait hérité de la créativité de sa mère et de la détermination de la famille, canalisant tout cela dans des projets artistiques qui impressionnaient professeurs et camarades. « Je vous ai entendu parler de moi, » dit-elle en faisant la moue. « Et pour ta gouverne, Marina, le design est une décision sérieuse. Je vais dessiner des meubles beaux et fonctionnels pour des familles comme la nôtre. »« C'est magnifique, ma chérie, » dit Madame Thérèse. Chacun suit son chemin, mais tous avec le même objectif, faire la différence dans la vie des gens. La consultation s'est terminée avec Madame Apolline quittant la maison avec un plan financier détaillé, une feuille de calcul personnalisée et, plus important encore, un espoir renouvelé qu'il serait possible de réaliser ses rêves. C'était la 23e transformation que Madame Thérèse avait facilitée depuis qu'elle avait ouvert son cabinet 6 mois auparavant. « Camille, » dit Pierre à sa fille, qui terminait ses devoirs, « te souviens-tu de ce jour où tu as vu tante Thérèse fouiller dans le coffre ?»« Je m'en souviens, papa. Pourquoi ?»« Aurais-tu imaginé que cela mènerait à tout cela ?» demanda-t-il en gesticulant vers le bureau improvisé, vers la famille réunie, vers l'ambiance de harmonie et croissance qui s'était établie. « Non, » répondit-elle avec l'honnêteté typique des enfants. « Mais je savais que tante Thérèse était spéciale. Je ne savais juste pas pourquoi les adultes ne pouvaient pas le voir. » La réponse fit rire tout le monde, mais provoqua aussi un moment de réflexion silencieuse. Combien de personnes extraordinaires passaient par leur vie chaque jour, masquées par des fonctions sociales qui limitaient la perception de qui elles étaient vraiment. « Madame Thérèse, » dit Pierre, « puis-je poser une question personnelle ?»« Bien sûr, docteur. Es-tu heureuse avec cette nouvelle vie, avec tous ces changements ?» Madame Thérèse cessa d'organiser les papiers de la dernière consultation et regarda autour d'elle. Elle vit Camille étudier la médecine, Jean-Pierre planifier de devenir professeur, Louise dessiner des projets créatifs et Camille faire ses devoirs avec concentration. Elle vit le petit bureau où elle construisait son indépendance financière en aidant d'autres familles. Elle vit Pierre, qui avait évolué d'un patron respectueux à un véritable ami et encourageur de ses rêves. Docteur Pierre, pendant longtemps, j'ai pensé que le bonheur était quelque chose qui arrivait aux autres, des personnes avec plus d'argent, plus d'études, plus d'opportunités. Aujourd'hui, je comprends que le bonheur, c'est quand tu peux être qui tu es vraiment et en plus aider les autres à découvrir qui ils sont vraiment. Et qui es-tu vraiment, Thérèse? Je suis une mère qui aime inconditionnellement. Je suis une femme qui n'a pas peur de travailler dur. Je suis une personne qui croit que tout le monde mérite la chance de rêver et de réaliser ses rêves. Et je suis quelqu'un qui a appris que cacher qui nous sommes ne fonctionne jamais longtemps. Cet après-midi-là, lorsque tout le monde se réunit pour le traditionnel goûter du samedi, Pierre fit une annonce qui émouvait tout le monde.
Les amis, j'ai une nouvelle. L'entreprise de construction va sponsoriser un programme de microcrédit pour les petits entrepreneurs de la région. Et celui qui va coordonner le programme d'éducation financière qui accompagne les prêts est notre Thérèse. Le silence fut brisé par des cris de joie et des applaudissements. Madame Thérèse resta sans voix, les larmes coulant sur son visage. « Cela signifie, continua Pierre, qu'en plus de ton cabinet particulier, tu pourras aider beaucoup plus de familles, et avec un salaire qui te permettra une indépendance totale pour toi et tes enfants. »« Docteur Pierre, commença-t-elle. Rien de docteur. Je pense qu'il est temps que tu m'appelles simplement Pierre. Nous sommes partenaires maintenant, n'est-ce pas ? Pierre, dit-elle, testant le nom. Merci d'avoir vu en moi ce que je ne savais même pas que j'avais. Merci à toi, Thérèse, de m'avoir appris que les personnes les plus extraordinaires sont parfois juste sous notre nez, attendant que quelqu'un ait l'humilité de vraiment regarder. Camille se leva de la table et courut vers le vieux coffre, désormais transformé en un dossier pour les documents du cabinet de Madame Thérèse. « Tante Thérèse, dit-elle, en tapotant affectueusement la porte du coffre, tu te souviens quand tu as mis ton rêve ici dedans ? Je me souviens, ma princesse. Maintenant, ton rêve est répandu dans toute la maison, dans tout le quartier, dans la vie de tant de gens. C'est comme si le coffre avait explosé de tant de bonnes choses. » L'observation poétique de la fillette de 7 ans captura parfaitement ce qui s'était passé. Le secret que Madame Thérèse avait caché dans le coffre il y a 18 mois contenait bien plus que de l'argent. Il contenait de l'espoir, de la détermination, de l'amour maternel et une foi inébranlable que l'avenir pouvait être différent du présent. Et, quand il fut enfin découvert, il ne détruisit rien. Au contraire, il construisit un nouveau monde où chaque personne pouvait être valorisée pour ce qu'elle était vraiment et non pour ce qu'elle semblait être. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et si vous avez regardé jusqu'ici, commentez « J'ai regardé jusqu'ici » et laissez votre avis sur cette histoire. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran final, elle est très émouvante.